Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'histoire des sciences et nous allons voir que la relativité du mouvement a eu un rôle important à jouer pour que l'homme comprenne quelle était sa place dans l'univers. Donc pour faire ce travail-là, il fallait lire une petite BD qui expliquait comment on était passé du géocentrisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la Terre se trouvait au centre du monde et que l'ensemble des astres tournaient autour, à l'héliocentrisme où on va donc placer le Soleil au milieu. Alors, donc je ne vais pas relire toute la BD, mais je vais passer directement à la correction. À quelle époque de l'histoire Ptolémée vivait-il? Eh bien, Ptolémée, on a la date qui est marquée ici, 2e siècle après Jésus-Christ, donc on se situe toujours dans l'Antiquité. Sachant que les autres scientifiques, le suivant dont on parle, c'est Copernic, donc ça va être bien plus tard. Alors, question numéro 2, vu de la Terre, le Soleil est-il en mouvement? Pour répondre à ça, donc il fallait regarder l'image numéro 2 et on voyait la trajectoire du Soleil, qu'on appelle la course du Soleil, et donc il y avait même Ptolémée qui disait si j'observe le Soleil, je constate qu'il se déplace. Donc effectivement, vu de la Terre, le Soleil se déplace. Et on va donner directement aussi la réponse à la question numéro 3. Où Ptolémée imagine-t-il ou place-t-il la Terre? Eh bien on le voit sur ce dessin, il la place au centre de l'univers. D'ailleurs, est immobile au centre de l'univers, il le dit lui-même. Question numéro 4. En quoi la théorie de Copernic est-elle opposée à celle de Ptolémée? Donc Copernic, c'est donc le scientifique suivant, qui est développé sur la 2e case, et lui, il énonce que c'est les planètes qui tournent autour du Soleil, ce qui est complètement à l'opposé donc de la théorie de Ptolémée, puisque lui, il met bien sûr la Terre au milieu. Après Copernic, donc un autre scientifique nommé Kepler va confirmer les travaux de Copernic. La question c'est comment est-ce que Kepler va confirmer ça? Donc on regarde dans la BD et donc on lit, première case de Kepler, mes calculs confirment que les planètes tournent autour du Soleil. C'est-à-dire que Kepler, lui, va apporter une base mathématique au raisonnement de Copernic. Ces calculs dont on parle portent maintenant le nom de lois, les lois de Kepler, et elles permettent donc de prévoir à l'avance la trajectoire des différentes planètes. Alors d'ailleurs, donc la question 6, quelle information supplémentaire Kepler apporte-t-il? On le retrouve donc dans la dernière bulle. Eh bien, elle nous apporte une information sur le mouvement réel des astres et elle nous dit que le mouvement est pratiquement circulaire et uniforme. Question numéro 7. La description du mouvement d'un astre dépend-elle du point d'observation que l'on choisit? Il va falloir s'aider des deux schémas ici pour répondre à la question. Alors, le point d'observation que l'on choisit, c'est ce qu'on avait appelé donc le référentiel. Dans les images ci-dessous, en fait, on va avoir deux référentiels différents. Comme point de référence, on va choisir un astre. Et dans ce référentiel-là, l'astre va être forcément immobile. Plus simplement, ici je vois que le Soleil est immobile, donc l'objet que j'ai choisi comme référence, c'est le Soleil. Donc parmi les choix que j'ai ici, je peux dire que je me suis placé dans le référentiel du Soleil. Donc celui-ci est forcément immobile dans son référentiel. De la même manière, ici je vois que c'est la Terre qui est immobile, donc là je suis dans le référentiel de la Terre. Alors ces référentiels portent nom, on y reviendra un peu plus tard, je crois bien. Ici le Soleil immobile, on est dans le référentiel héliocentrique, et ici c'est pas le Soleil qui est immobile, mais la Terre, ça s'appelle le référentiel géocentrique. Donc maintenant, pour répondre à la question, j'ai répondu. La description du mouvement des astres, planète, étoile, un astre, c'est tout ça, dépend du référentiel choisi, puisque les trajectoires ne sont pas les mêmes lorsque l'on change de référentiel. Alors on voit ici donc que les trajectoires sont bien circulaires et sont simples, alors que ici dans le référentiel de la Terre, certaines trajectoires sont
compliquées. En particulier, les trajectoires de toutes les planètes au-delà de la Terre, plus éloignées du Soleil que la Terre, c'est-à-dire c'est le cas de Mars, mais de Jupiter, de Saturne, etc., vont avoir un mouvement assez bizarre qu'on appelle le mouvement rétrograde, qu'on avait beaucoup de mal à expliquer à l'époque. C'est le fait que on avait l'impression que la planète avançait normalement dans le ciel, et puis à un certain moment, la planète se mettait à reculer pour ensuite se remettre à réavancer dans le même sens qu'au départ. Et ce mouvement rétrograde compliquait énormément les calculs. Alors la question 8 est là un petit peu pour vous faire réfléchir, et je vous demande s'il est rigoureusement faux de dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Parce que souvent, quelqu'un qui dit que le Soleil tourne autour de la Terre, on dit ben non c'est faux, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Eh bien en fait, les deux points de vue peuvent être défendus. Puisque si vous regardez par exemple le schéma numéro 2, eh bien on voit bien que par rapport à la Terre, le Soleil tourne autour. D'accord? Ça forme bien un cercle. Donc en fait, on peut dire que la Terre tourne autour du Soleil, comme on peut dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Les deux positions sont justes, les deux phrases sont justes, ça dépend simplement du référentiel dans lequel on se place. Voilà, ensuite on passe à une vidéo qui va vous en apprendre un peu plus sur Copernic et sur un autre scientifique qui a fait évoluer notre place dans l'univers, enfin, l'idée que l'on se fait de la place de l'homme dans l'univers. Donc après avoir regardé la vidéo dont je vous ai mis le lien là, vous avez aussi un QR code si vous voulez simplement le flasher pour avoir la vidéo. Il va falloir répondre à la série de questions suivantes. Première question, comment s'appelle la théorie qui met le Soleil au centre de l'univers? On en a déjà parlé précédemment, c'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Qui s'oppose fortement à cette théorie et pourquoi? C'est donc le clergé, on l'apprend dans la vidéo, qui va s'opposer à cette théorie-là parce qu'elle contredit ce qu'il y a dans les Saintes Écritures. Donc en fait, dans la Bible, il y a marqué que la Terre est forcément au centre de l'univers. Et donc cette théorie qui ne met pas la Terre au centre de l'univers gêne énormément l'Église. Ensuite, quel scientifique qui ne figure pas dans la BD reprend la théorie de Copernic? Donc c'est la deuxième partie de la vidéo où on nous parle de Galilée qui va reprendre cette théorie qui va lui aussi avoir de gros problèmes avec l'Église. Ensuite, quelle invention permet de prouver que la Terre tourne autour du Soleil? Donc j'ai mis prouver entre guillemets puisque vous avez vu que les deux positions étaient possibles. On pouvait dire que l'un tournait autour de l'autre, que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. On l'a prouvé de manière un petit peu indirecte, en regardant par exemple les satellites autour de Jupiter. J'ai répondu, c'est l'invention de la lunette astronomique qui a permis de prouver que la Terre tournait autour du Soleil. Alors dans la vidéo, vous avez le mot télescope, qui est pas vraiment le bon mot, donc c'est une erreur de traduction dans la vidéo. C'est bien la lunette astronomique qui est responsable de ça, et donc le procès dont on vous parle là de Galilée, c'est ce procès-là où il aurait dit, bon c'est sûrement peut-être une légende, à la fin du procès, et pourtant elle tourne, pour dire le fait qu'il était vraiment convaincu que sa théorie était correcte. Galilée, c'est aussi celui qui a pour la première fois confronté ses pensées, ses théories à la réalité, et c'est pour ça qu'on le considère comme l'un des premiers vrais scientifiques de l'histoire. Voilà, cette activité est maintenant terminée, donc j'espère que vous avez bien retenu les points essentiels. Donc premier point, le fait que la science évolue, pas parce qu'un grand scientifique dit quelque chose qu'il a forcément raison. Deuxième point, c'est donc cette histoire de relativité du mouvement. Donc un mouvement dépend de l'observation que l'on en fait, et on a vu donc que cette relativité du mouvement a eu de grandes conséquences sur la conception que l'on se faisait de la place de l'homme dans l'univers. Voilà, eh bien je vous souhaite bon courage et puis à une prochaine vidéo.